Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là très nombreux pour cette table ronde sur l'aura du live. Donc, je me présente, je suis Malika Seguino, je dirige Ecocène. Ecocène, c'est une organisation patronale du spectacle vivant privé. Nous rassemblons toutes les esthétiques du métier du spectacle vivant, la musique, la comédie musicale, l'humour, le cabaret et le théâtre. Et nous représentons l'intégralité des métiers. Les producteurs de spectacles, les lieux, les théâtres, les cabarets, les salles de spectacle et bien sûr les festivals présents sur tout le territoire. Alors le live, on le sait, est bousculé par des transformations profondes. Le live, c'est le vivant, c'est le spectacle vivant. Des transformations profondes qui traversent également toute notre société et parmi lesquelles la révolution technologique. Nous allons pas mal en parler durant cette heure que nous allons passer ensemble. Et ce qu'on remarque surtout, c'est un paradoxe fascinant. Dans un monde où tout se dématérialise, où de plus en plus de pratiques, d'expériences sont virtuelles, le live, lui, il devient un repère, il devient un rituel, une expérience rare. Et le live, on le sait tous, n'a jamais été aussi fort. Quelques chiffres. J'ai pris des données du Centre national de la musique. En 2024, c'est plus 12% de représentation en France, avec 230 000 représentations. C'est près de 66 millions de spectateurs et près de 3 milliards d'euros de recettes en France. Mais dans le monde, le live, c'est désormais 164 milliards de dollars. Donc le live est partout et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, l'aura du live. C'est quoi l'aura du live ? C'est une rencontre entre un artiste, un créateur et son public, une intensité qui attire les regards, qui procure des émotions, et qui crée un sentiment d'appartenance, qu'il s'agisse d'un concert, mais également d'une performance immersive ou d'un stream, suivi par des centaines de milliers de personnes. Alors comment préserver cette authenticité du live, tout en assumant son hybridation numérique, virale et communautaire ? Comment faire en sorte que le live reste une expérience qui marque, qui rassemble, qui transforme, et qui transforme le public ? Et de quel public parlons-nous aujourd'hui ? Alors pour parler de ce sujet, j'ai la chance d'avoir 5 personnes importantes sur ce panel, mais également nous sommes très nombreux, donc je compte sur chacun d'entre eux pour pouvoir faire des interventions courtes. Chacun occupe une place essentielle et parfois inédite dans la fabrique du live. Alors je vais présenter Derek Barbola, qui est fondateur de Cercle. Alors Cercle, c'est quoi ? C'est un créateur d'expériences musicales et de festivals dans des lieux exceptionnels aux 4 coins du monde. Cercle, ça fait presque 10 ans que vous avez fait entrer les concerts de musique électronique dans une nouvelle dimension. Vous réinventez le spectacle en immersion totale et vous allez donc nous en parler. Il y a aussi Tristan Desplechin, dont vous êtes directeur de Banijay Live Studio. Banijay Live Studio transforme les univers télévisuels en expériences à vivre, avec un catalogue impressionnant en dehors de programmes chez Banijay. Vous avez décidé désormais de faire du live, un espace nouveau pour continuer à raconter des histoires. Vous nous en parlerez également. Mathias Lelier, DGA, directeur général adjoint de Live Nation France. Live Nation est le leader mondial du spectacle. Vous produisez des centaines de concerts, de festivals. Et vous avez également été aussi l'artisan des shows de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et Mathias, vous pilotez également une structure, un pôle dédié au partenariat entre les marques et le live. Fabienne Motzer, parce que nous ne sommes pas paritaires aujourd'hui. Fabienne Motzer, directrice des relations extérieures de Paris Entertainment Company, qui regroupe l'Accor Arena, l'Adidas Arena et le Bataclan. Fabienne, vous êtes également avec l'Arena au cœur d'une transformation stratégique, faire de l'Arena un écosystème d'expériences spectateurs où on ne vient plus seulement pour un concert. Et enfin, Greg Bivalski, j'espère que je n'écorche pas votre nom, directeur général de Webedia Creators. Vous regroupez toutes les activités d'influence, vous accompagnez les youtubeurs, les streamers, les créateurs, tous les nouveaux talents dans la production, la distribution, la monétisation de leur contenu. Greg, vous allez incarner aujourd'hui la jonction entre ces communautés digitales ultra engagées et le live.
Alors, je vous proposerai deux séquences dans cette table ronde très riche. Nous allons effectivement envisager le live comme un nouveau média et quels sont les impacts de cette évolution du live sur les métiers. Et ensuite, bien sûr, nous parlerons du public, parce que le live n'est rien sans le public, qui fait corps avec le live, avec des fans de plus en plus engagés. Pour commencer, ce live, donc, qui n'est plus simplement un spectacle, mais qui devient un nouveau média, j'ai envie de vous poser à chacun et chacune la première question. Pour vous, c'est quoi le live aujourd'hui? Et j'ai envie de commencer par les acteurs traditionnels du live, avant de passer sur Tristan et Greg, qui arrivent d'un autre univers et qui ont décidé de développer leurs activités sur le live. Alors Mathias, pour vous aujourd'hui, c'est quoi le live? Eh bien, déjà bonjour à tous, bonjour Belka, merci à la BPI et à la French Touch de nous recevoir aujourd'hui. Effectivement, alors comme tu le disais, chez Live Nation, on est le numéro 1 du live entertainment. Donc le live entertainment, pour nous, ça veut dire tout type de show. Tu parlais de centaines, en fait, c'est des milliers de concerts qu'on produit chaque année. Pardon. Attention. Voilà, on représente des centaines d'artistes. Ça va de Ayana Nakamura à The Blaze, avec qui on a travaillé avec Cercle, ou Beyoncé, ou Lady Gaga. Et effectivement, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des concerts, des festivals, mais on produit aussi des défilés de mode, des compétitions de e-sport. Voilà, on représente en fait tout ce qui seront des spectacles. Merci. Et donc le live, pour toi, c'est tout ça aujourd'hui, ou tu as une définition particulière à donner? Non, c'est un peu tout ça. C'est en fait, lorsque vous avez des gamers qui viennent remplir une arena pour regarder une performance, quand vous avez un designer de mode en fait, qui crée un spectacle avec du son, de la lumière, de la scénographie, et c'est pas, les performeurs sont des modèles, et c'est pas un disque, c'est une collection qu'il a mis. Mais comme vous avez eu voilà, les spectacles durant les cérémonies des JO, ou les shows en stade ou en arena ou en petit club, tout ça, ce sont des spectacles, quelle que soit leur échelle. Et nous, on travaille sur l'intégralité de ces spectacles, aussi sur l'aspect billetterie, salle, puisqu'on a notre filiale Ticketmaster, et également toute l'exploitation des salles dans lesquelles on travaille. Très bien. Fabienne? Ah oui, évidemment, parce que nous, on est au cœur du live. Donc nous, comment vous dire, le live aujourd'hui, c'est quoi? Après le Covid, parce que c'est un bon exemple, nous, on a été les premiers à fermer toutes nos activités, évidemment, lieu de réunion de beaucoup de personnes. Donc on s'est réinventé pendant le Covid et on s'est dit, mais ça va être une catastrophe. Et en fait, ça a été des années extraordinaires pour nous, parce qu'on a beaucoup travaillé, on s'est réinventé. Et franchement, on va en parler après, mais le live aujourd'hui, mais ça explose. Nous, on est surpris. Nous, on gère 3 salles. Donc le Bataclan, qui aujourd'hui, heureusement, a repris une activité plus que normale, on était à l'équilibre l'année dernière. Là, on va gagner de l'argent. Donc on a un nombre d'événements, mais c'est vraiment très impressionnant. L'Adidas Arena qu'on a ouvert pour les JO et qui aujourd'hui commence à trouver vraiment son chemin. On a de plus en plus de productions, dont Live Nation d'ailleurs, qui vient chez nous et qui sont très heureux d'avoir une nouvelle salle. Et on se rend compte que finalement, on est beaucoup de salles à Paris et qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y a des spectateurs pour tout le monde, enfin pour tous les spectacles. Et donc le live explose. C'est complètement même bizarre, quoi, dans un univers où on parle que de digital. Et ben moi, je vous le dis, le live, les gens ont besoin de vivre des émotions, d'être ensemble et de partager. Merci Fabienne, et tu as raison de rappeler la pandémie, parce qu'on nous a dit, nous, acteurs du live classique, traditionnel, que nous étions morts, que notre modèle était mort et qu'il fallait intégralement le réinventer, qu'il n'y aurait plus que des écrans. Je suis contente de voir que depuis 5 ans, c'est tout à fait l'inverse qui se produit. Alors des règles, justement. C'est quoi pour vous le live au sein de Cercle aujourd'hui ? Alors le live, bon d'abord bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir de voir autant de monde, vive le live, vive la musique. Alors le live pour moi avant tout c'est d'abord le show live, donc le show sur place, mais chez Cercle en fait on pense toujours à l'expérience live physique mais aussi à l'expérience live en ligne, parce qu'on voit de la valeur non seulement dans le concert qui se passe actuellement, tous connectés ensemble pour vivre des émotions, comme disait Fabienne, mais également après on le transforme en contenu. Et en fait, on le filme, on le retransmet en live sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, pour que ça reste à vie et pour finalement prolonger l'expérience live en ligne. Et un concert qui peut être vécu par exemple par 1000 personnes peut ensuite être vu par des millions de personnes, puisqu'on vient d'atteindre le milliard de vues sur YouTube.
Et donc, du coup, la valeur du live, pour nous, elle est effectivement sur place, puisque on vit grâce aux recettes de billetterie, mais elle est aussi par la visibilité qu'on va donner à l'artiste, aux lieux, aux marques avec lesquelles on collabore en ligne. Et ensuite, tout cela et tous ces contenus qu'on crée vont créer une communauté et un média. Donc, Cercle est aussi une plateforme média. Et cette communauté, qui est maintenant de plus de 7 millions de personnes, nous permet de créer d'autres projets, comme des projets un peu hors du commun, comme Cercle Odyssée, par exemple. Tu pourras en parler tout à l'heure. Donc, la valeur, elle est vraiment dans les trois, dans le live sur place, dans le contenu, mais aussi dans le média. Donc, un live pluriel. Alors, les deux nouveaux acteurs du live, qui eux, pour le coup, ont décidé de faire un pas de côté dans leurs activités et de faire du live. Donc, Tristan, c'est quoi pour vous le live chez Banijay aujourd'hui? Yes, bonjour à tous. Ravi On peut d'être le faire là en aussi. anglais aussi. Pardon? Oh non, pas du tout, je n'étais pas parti là-dessus. Bonjour à tous, ça fait plaisir d'être live ensemble. Donc nous, chez Banijay, donc Banijay Live, effectivement, c'est encore assez nouveau, mais on fait déjà pas mal de choses. Donc on a deux branches. On a une branche sur la partie vraiment purement événementielle, où on a deux structures là-dedans, une qui s'appelle Baelish Wonder Studio, qui organise notamment la grande vitrine, c'est les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Et la deuxième brique, c'est The Independent, qui est un réseau d'agences qui travaille notamment beaucoup dans le luxe et avec des vitrines comme les défilés de mode, par exemple. Donc là, c'est vraiment la branche événementielle. Et après, on a une branche expérientielle dans laquelle on fait deux choses. Une, le studio, donc, que je pilote, qui a vocation à créer des expériences immersives sur nos univers de marque, justement sortir de la télé pour aller vers le live. Et ensuite, on regarde des petites boîtes qu'on trouve intéressantes. Et là, notamment, on a fait l'acquisition d'une boîte qui s'appelle Lochi Luminescence, qui fait des shows live dans des églises de vidéo mapping, où il raconte l'histoire du lieu avec un concert également. Donc voilà, on a plein d'idées pour la suite. On est aussi assez humble, on y va vraiment progressivement. Et après, pour donner une définition plus personnelle, pour moi, le live, c'est créer des souvenirs ensemble, des moments émotionnellement forts, dont on va se rappeler autour d'un univers marquant, comme la musique, comme un lieu, comme un show live ou comme une IP. Voilà. Merci. Et donc, Greg, même question. C'est quoi pour vous le live chez Webedia Creator? Bonjour à tous. Merci effectivement pour cette invitation. C'est sympa de pouvoir partager. Et je me retrouve effectivement au milieu d'acteurs réels du live. Moi, je vais essayer de faire effectivement cette passerelle entre les deux mondes, puisque nous, chez Webedia, on accompagne les créateurs de contenu. On les appelait autrefois influenceurs, on les a appelés youtubeurs, on les appelle aussi streamers. Nous, on aime bien les appeler des créateurs de contenu, mais c'est aussi des créateurs d'expérience. Et en fait, le lien, il est là, c'est qu'aujourd'hui, nous, notre définition du live initiale, on va dire, c'est le fait de diffuser en live un contenu sur les plateformes digitales. Donc, on est un petit peu à l'inverse, effectivement, de Cercle, mais on va se retrouver à la fin, effectivement, sur le même territoire. C'est que, si on donne un peu de chiffres, Twitch, par exemple, qui est la plateforme de référence du live en France, en digital, c'est 1,5 milliard d'heures vues et consommées en 2024 en France. 2025 sera en croissance, on n'a pas encore les chiffres, mais ça sera au-dessus de 2 milliards. Une fois qu'on a dit ça, c'est effectivement des expériences qui sont purement digitales, mais la réalité, c'est que les communautés ont envie de vivre des expériences physiques, donc elles souhaitent se rassembler. Et dès que des créateurs de contenu, justement, vont proposer des expériences de rencontres, ce qu'on appelle du coup le live IRL, alors pour ceux qui n'ont pas la définition, live in real life, c'est-à-dire live dans la vraie vie, et dans ces cas-là, effectivement, on arrive à les réunir, à les rassembler, que ce soit dans des grands lieux, comme l'Arena, effectivement, qu'on a déjà fait ensemble, ou que ce soit sur des simples productions. Je vais vous citer un exemple. En septembre dernier, il y a eu le Z-Event, qui est un événement caritatif de streamers, qui a levé 16 millions d'euros pour des œuvres caritatives. Un des donation goals d'un de nos créateurs, c'était si j'atteins 300 000 euros de donation, je vais remonter de Montpellier à Paris à pied. Il a fait ça, il est monté à pied, donc la promesse n'est pas extraordinaire en elle-même, mais la réalité, c'est que c'est 19 millions d'heures vues sur Twitch, plus de 300 000 personnes qui les ont suivis physiquement tout au long du parcours, et 250 000 personnes à Paris, sur le live parisien quand ils sont arrivés au bout de leur périple. Et donc, en fait, on arrive à créer des expériences nouvelles avec des moyens soit très légers, comme la marche, soit très lourd, comme le GP Explorer produit par Bump et Squeezie, où là, c'est 200 000 personnes réunies sur un week-end au Mans et 1,5 million de viewers sur Twitch et 1,3 million sur France Télévisions. Donc voilà, c'est tout ça, c'est la réunion du live digital avec le live physique et l'expérientiel communautaire. Merci, déjà très intéressant parce qu'on voit plusieurs lives. Donc tout cela est intéressant. Donc maintenant, j'aimerais rentrer un peu plus dans le détail parce que le live, donc c'est une émotion, c'est un partage, mais derrière toutes ces entreprises, il y a aussi un modèle économique.
la recherche d'un modèle économique et également l'évolution de ce modèle économique. Mathias, comme je sais que tu es à la tête d'un département qui travaille avec les marques, live, marques, nouveaux médias, comment tout cela influe sur la manière de produire les shows et comment vous aussi vous vous adaptez en termes d'évolution du modèle économique? Alors, oui, tu parlais de la place du live. Je pense que j'apprends rien à personne en disant ici que pour les artistes, aujourd'hui, c'est le moteur de leur carrière. C'est à la fois le moteur de leur carrière économiquement parlant, mais aussi de leur carrière tout court. Je peux prendre l'exemple de Aya, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Les 2 événements vraiment historiques qui ont marqué sa carrière récemment, c'est sa prestation, sa performance au JO et le fait qu'elle ait rempli 3 stades instantanément au Stade de France. Du côté des fans, aujourd'hui, on le disait, plus il y a d'écrans, plus on vit dans un monde digital et plus on a ce besoin de se retrouver, de se fédérer en communauté, de célébrer ces événements. Nous, on fait énormément d'études sur le phénomène et sur l'appétence des nouvelles générations pour le live. Et aujourd'hui, on arrive sur des générations qui n'ont jamais autant dépensé, en tout cas dans leur panier de loisirs, que les générations précédentes dans les concerts. Donc en fait, c'est des moments authentiques qui est vecteur. Donc les marques sont intéressées. Exactement, alors, oui. auxquelles s'intéressent forcément les marques, puisque c'est un écosystème dont souvent qui les intéresse, à la fois parce que c'est des communautés ultra engagées à ce moment-là, puisqu'on est tous à vivre ces émotions et ces moments extrêmement forts, dont elles peuvent avoir l'ownership ou en tout cas accompagner l'artiste. Mais il faut qu'il y ait une vraie réflexion au départ d'accompagnement, d'expérience, comment on vient créer de nouvelles expériences. On le fait beaucoup en festival, par exemple. On a des festivals comme Main Square ou Lollapalooza où on travaille avec plus d'une centaine d'annonceurs sur des activations et des expériences à destination du public, mais également sur tous les concerts. C'est un relais de croissance. Exactement, un peu, et pour justement communiquer auprès de ces communautés. Ok. Alors Derek, comme vous avez aussi inventé un modèle très différent. Est-ce que vous voulez bien nous raconter Cercle Odyssée, ce modèle, parce que c'est un concert dans un lieu insolite, mais également des personnes qui le suivent à distance. Quel est le modèle de ce nouveau format, de ces performances immersives? Comment vous avez fait évoluer ça? Alors, avant de parler de Cercle Odyssée, je parlerai des cercles chauds qui nous ont fait connaître. En gros, le modèle des cercles chauds, c'est que le live qu'on va faire est parfois même sans public sur place, c'est-à-dire qu'il y a juste un artiste qui joue pour le public en ligne, va en général donner envie aussi au public de venir dans les salles de concert ou de venir dans des festivals. Et je pense que c'est notamment là qu'on a vu la valeur du live en ligne, en tout cas. Même si moi j'ai ressenti la même chose que mes collègues après le Covid, c'est-à-dire qu'on sentait un besoin du public de se connecter tous ensemble, de vivre une émotion tous ensemble sur place. Et en fait, Cercle Odyssée est venu de cette idée. Donc Cercle Odyssée, c'est notre dernier projet, c'est un projet de concert à 360 degrés, où finalement on a fait l'inverse de ce qu'on faisait avant, où finalement on mettait des artistes dans la nature, et cette fois-ci on a ramené la nature aux villes. Et on a créé une scénographie vraiment monumentale avec des écrans de 50 mètres par 50 qui entourent l'artiste et qui entourent une foule de 5000 personnes. L'artiste joue au centre de la salle. Et en fait, on va mettre des visuels qui sont liés aussi à notre univers, qui est un univers très naturel, qui est une ode un peu à la nature et au monde dans lequel on vit, pour créer une expérience vraiment unique. Et la particularité de ce concept, c'est qu'on interdit les téléphones. Donc on parlait notamment la saturation de contenu, le fait qu'on a de moins en moins d'attention. Mais nous, justement, notre but, c'est vraiment d'être dans la présence, dans le moment présent. Et c'est pourquoi on a décidé d'imposer un peu cette règle, mais qui visiblement plaît bien à notre public, de ne pas avoir son téléphone et de vivre le moment présent. Donc voilà, nous, on a au niveau du business chez Cercle, la majorité de notre chiffre d'affaires est sur la billetterie et sur le bar. Donc les vues YouTube ne permettent pas de financer tout ce beau projet, mais on voit en fait le live et notamment YouTube comme un moyen aussi de faire venir du public à nos concerts ou même à d'autres concerts des artistes qu'on invite. Voilà, en tout cas, c'est une très bonne passerelle. C'est très intéressant. Et ce que tu disais sur le téléphone portable, on a fait, nous, récemment, une étude qualitative sur des groupes de 18-34 ans.
Alors, outre le fait qu'ils ont un attachement viscéral au live, c'était étonnant de les entendre tous dire qu'ils ne veulent plus voir de portable dans les salles. Alors que qui sort son portable dans les salles? La semaine dernière, j'étais au concert de Lady Gaga, ils étaient tous en train de le regarder au travers du téléphone. Donc, mais en tout cas, à mon avis, peut-être à nous de nous interroger pour voir si cette expérience, il ne faut pas la faire en leur interdisant le portable. Alors justement, le lieu de diffusion, l'Arena. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur l'expérience spectateur. Vous êtes aujourd'hui une salle qui diffuse, oui, mais vous prolongez l'expérience live en en faisant une plateforme d'expérience. Est-ce que tu peux nous raconter, Alors, Fabienne? oui, je vais déjà vous expliquer D'autres choses, tu as raison. sur le spectateur, parce que l'expérience spectateur, on a dit qu'on en parlera après, que c'est un autre sujet. Mais Oui, déjà, le public, c'est après. Voilà, Ouais. déjà, c'est média. En fait, le live comme média. Et le live comme média, là où c'est intéressant, c'est de voir que les marques, maintenant, et ça, je pense que c'est chez tout le monde pareil, les marques sont demandeurs de live. Et donc, du coup, les lieux, les enceintes, comme chez nous, deviennent un véritable média. Donc, on a des marques qui veulent être partenaires de nos arénas, donc, et qui veulent être là pour montrer à leurs consommateurs de pouvoir vivre des expériences chez nous. Et donc c'est là où c'est vraiment intéressant. Et là on vient de faire un partenariat avec, je vais vous en donner des exemples concrets, avec Coca-Cola qui chez nous, si vous venez dans l'aréna, vous allez vous balader, puis à un moment dans la coursive, vous allez voir un énorme frigo. Alors bon, c'est un frigo, mais en fait, on tape un code et on rentre à travers le frigo. Et là, on rentre dans un espèce de speakeasy, un espèce de lieu hyper sympa d'où on peut voir le concert. Et donc, Coca fait gagner à ses consommateurs de pouvoir vivre ces expériences. C'est assez incroyable. Donc, on a Coca, puis on a évidemment, puisqu'on s'appelle l'Accor Arena, Accor, évidemment, comme Amex, font des programmes de fidélité pour gagner des points. Donc on voit bien que ça devient un enjeu de médias et on finit par être en concurrence sûrement avec des télés pour faire de la pub parce qu'ils viennent chez nous pour ça. Dans leur deal, il y a des passages, on voit les marques sur les écrans partout et donc le spectateur qui vient à la fois voir un concert, mais il voit les marques et les marques qui leur proposent des choses. Après, je vous dirai dans la deuxième partie, quelles expériences ensuite ils peuvent proposer directement. Mais c'est vraiment intéressant. Ça, c'était à l'Accor Arena. L'Adidas, on a Adidas qui s'est posé partenaire. Adidas, c'est la première fois qu'ils font un partenariat avec une salle de spectacle quand même. Donc ils étaient un peu pas craintifs, mais ouais, ils se demandaient où ils allaient. Mais aujourd'hui, ils sont hyper heureux. La salle, elle s'est positionnée comme une salle urbaine qui rentre exactement dans leurs valeurs, le basket, le sport. Donc, ils sont hyper contents. Et c'est, en termes d'investissement, ça leur coûte beaucoup moins cher que de faire de la pub à la télé. Et en fait, ils touchent, en termes de communication, un très grand public. Donc, voilà comment on devient un média. Oui, on devient un nouveau moteur pour l'économie. Alors, Tristan, Banijay Live Studio, c'est donc une nouvelle activité du groupe, à partir quand même de programmes et de franchises très célèbres. La particularité de Banijay, ce sont des franchises connues dans le monde entier. Comment est-ce que vous passez de ces franchises télévisuelles à un programme donc, enregistré, à l'expérience live, à l'expérience du vivant? Est-ce que vous pouvez nous raconter un programme que vous transformez? Oui, volontiers. Alors en fait, effectivement, c'est intéressant d'ailleurs parce que Banijay n'est pas forcément une marque hyper connue du grand public, alors qu'on a beaucoup d'IP comme Black Mirror, Koh-Lanta, Survivor, Fort Boyard, Peaky Blinders, etc., qui, elles, sont très connues pour le coup. Donc c'est un vrai virage dans ce qu'on fait, et en même temps vraiment une continuité, parce que c'est aussi comment, nous, ce qu'on sait bien faire, c'est raconter des histoires. Ça fait des années qu'on fait ça, et là on est vraiment dans comment on raconte des histoires qui sont plus sur une déclinaison d'écran, mais qui sont sur une déclinaison de live, d'une expérience physique. On apprend beaucoup en ce moment, parce que c'est aussi une évolution du modèle économique, où historiquement on est plutôt sur un modèle économique B2B, où en fait on produit pour des chaînes, pour des plateformes, alors que là on se lance nous aussi les gens qui sont autour de la table savent très bien de produire un show, d'investir dans un show. Et c'est un modèle qui est assez différent. Mais la partie pour nous qui est importante, c'est en fait, on est agnostique sur le média. C'est en fait comment on raconte l'histoire la plus puissante possible. Donc on va partir de notre IP. Si je prends par exemple Black Mirror, qui est le projet le plus rapidement qu'on va lancer là, enfin très prochainement, c'est vraiment comment on peut raconter la meilleure histoire de Black Mirror en expérience live.
Et là, on va se poser la question, est-ce que c'est plutôt du théâtre immersif? Est-ce que c'est plutôt de la réalité virtuelle? Est-ce que c'est plutôt un action game? Est-ce que c'est plutôt une salle de vidéo mapping? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Et donc là, typiquement sur Black Mirror, on est parti sur une expérience donc, live physique, avec un pré-show et un post-show, qui va ouvrir dans les prochains mois, avec toute une partie en réalité virtuelle, parce que Black Mirror, dystopie autour de la technologie, donc à un moment donné, ça fait du sens d'aller dans cette dimension technologique-là, mais on va l'amener de façon très naturelle. L'idée, c'est pas de dire que c'est une expérience VR, c'est plutôt de dire qu'à un moment donné, dans son expérience, qui sera, pour pas trop révéler, mais autour de l'intelligence artificielle, ben en fait, on va mettre un casque parce que ça permet de mieux connaître le spectateur et d'améliorer son expérience. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche. Mais par contre, sur un Survivor Koh-Lanta, ben là on va être plutôt sur une expérience d'action game parce que Koh-Lanta, on a envie de se défier sur des épreuves, on a envie d'être en physique, on a envie d'être avec des amis. Donc voilà, c'est vraiment ce travail-là qu'on fait, comment on raconte la meilleure histoire sur un média. Et ce qui fait qu'à la fois c'est super intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses en ce moment. Et pour revenir à ta question sur les modèles économiques, tous ces modèles économiques sont aussi assez différents parce qu'un modèle économique d'une exposition, c'est du temps long installé. Un modèle économique d'un action game, c'est 4-5 ans avec des capex qui s'étalent sur le temps. Un modèle économique de réalité virtuelle, c'est plutôt un modèle tournant. Donc on est en train d'apprendre tout ça et aussi on travaille vraiment avec un gros réseau de partenaires, certains sont là d'ailleurs, qu'on mobilise pour nous faire accélérer sur ces sujets. Et le public, il est prêt à consommer comme ça ? C'est quand même assez nouveau. Il y a toute cette hype autour des expériences immersives. Nous, ce qu'on observe, vu de notre fenêtre, c'est qu'il y a des choses qui cartonnent. Et honnêtement, on n'aurait pas forcément mis un gros... je ne sais pas si par exemple vous connaissez l'expérience Abba Voyage, qui moi est un exemple qui me fascine, parce que c'est des gros investissements, et en même temps, c'est un modèle qui questionne vachement de ne pas avoir des artistes live, dont Mathias en parlera sûrement. Et à côté de ça, on voit des projets qui font des fours, donc qui ne marchent pas du tout, qui ne rencontrent pas leur public. Donc c'est pour ça que je disais en préambule qu'on est assez humble aussi dans la façon d'avancer. Et c'est pour être intervenu ces dernières années, parce qu'avant moi j'avais une boîte qui s'appelait Dream Factory, où on recréait l'univers de films dans des lieux. On avait fait Terminator, on avait fait Les Trois Mousquetaires, etc. Et pour être intervenu depuis quelques années à Wear French Touch, je suis quand même assez bluffé de la façon dont toute la chaîne de valeur de l'expérience immersive est en train de se construire, avec des lieux d'accueil maintenant qui veulent amener ça, des réseaux de distribution, des créateurs d'expériences qui aussi, pas mal étaient à l'étranger, reviennent en France. Donc je pense que tout ça est en train d'avancer en même temps et c'est ça qui est hyper excitant, mais il ne faut pas se brûler les ailes. Oui, ça, faut trouver le modèle économique, c'est toujours la même question. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on teste plein de choses et plein de formats. Ah oui. Parce que comme Mathias, Fabienne et Derek l'ont dit, pour le live, c'est les recettes de billetterie. Donc, est-ce que le public est prêt à payer pour ces expériences nouvelles? Jusqu'où est-il prêt à payer? Alors, justement, Greg, pour Webedia Creators, donc effectivement, tous ces créateurs de contenu que vous accompagnez, est-ce que vous vous considérez vous aussi comme un acteur du live? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience à cet égard et le modèle économique également, parce que tout ça est aussi intéressant. Absolument. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et finalement, nous, comme on est peut-être les derniers entrants, les derniers acteurs de cet univers du live expérientiel physique, on va picorer un peu partout, mais on va partir de notre ADN. Ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui, c'est effectivement les relations avec les marques et les partenaires. Donc, en fait, il faut savoir que toute la créateur économie, elle est basée sur les partenariats avec des marques qui financent l'intégralité des contenus, des projets et des ambitions de nos créateurs. Donc cette relation elle est déjà établie sur la partie digitale. Maintenant, ceci étant dit, on est totalement d'accord, les marques s'attachent de plus en plus au live et à l'expérience physique. Et donc, comment on amène ces marques partenaires en digital à vivre des expériences, à faire vivre des expériences à nos et à leur communauté directement sur des événements physiques. Là, je vais reprendre ce que disait Tristan sur la notion d'IP. En fait, quand on a des IP en catalogue, effectivement, ce qui est bien, c'est de tirer le fil et essayer d'en faire un événement physique. Je vais vous donner l'exemple post-Covid, effectivement, gros besoin des communautés qui ont passé beaucoup de temps derrière les écrans pendant le Covid, de se retrouver. On a une émission hebdomadaire sur Twitch un peu culte qui s'appelle Popcorn, présentée par un streamer qui s'appelle Domingo. Donc, sortie de Covid, idée un peu folle, mais de se dire, les gars, on va essayer de se réunir, on va monter le premier Popcorn Festival. Grand jeu interactif avec les communautés. Où va se tenir le Popcorn Festival? Est-ce que c'est à Paris? Est-ce que c'est à Lyon? Est-ce que c'est à Nice? Est-ce que c'est à Lille? Et donc, il y a un grand jeu des communautés sur les chats qui se challenge à dire où est-ce qu'on va faire le Popcorn Festival. Bon, ça n'a pas raté, on a fini à Montcuq. Et donc, il a fallu monter un festival
sur 2-3 jours, dans un lieu qui n'était pas fait pour, et il a fallu qu'on apprenne à monter ce type d'expérience. Et donc on l'a financé par des marques, on l'a financé évidemment par la billetterie. Il faut savoir que la billetterie, donc je crois qu'il y avait 9000 places, entre guillemets, pour ce mini-festival, elles ont été vendues en 4 minutes. Donc on est vraiment dans la notion, voilà, quand on parle des grands artistes, à la Lady Gaga qui font du sold out partout dès qu'on annonce la billetterie, on ne peut pas comparer Domingo à Lady Gaga, par contre on peut comparer l'engagement des communautés de Domingo à celle des engagements des communautés de grands artistes internationaux. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup, l'expérience, comme je le disais, elle est donc financée par des marques, financée par de la billetterie. Et à la fin, le sujet, il est presque moins financier pour les créateurs de contenu que expérientiel. C'est-à-dire que quand on fait, par exemple, Kaizen avec Inoxtag, on se dit c'est un programme qui est prévu pour YouTube, donc on ne le vend pas initialement à une chaîne de télé, on va le prévoir sur YouTube, puis finalement on voit le contenu, on se dit la qualité est telle qu'on va faire une avant-première. Cette avant-première au début c'est pour Friends and Family, on va le faire dans une salle, mais on nous dit non, il faut le partager avec plus de monde, donc on va essayer de sélectionner plusieurs salles en France avec MK2, notre partenaire de distribution, et puis à la fin ça se termine en un raz-de-marée, 400 000 entrées quasiment en une soirée, record absolu des entrées sur une séance événementielle au cinéma, alors que le lendemain, à 14h, le film était disponible sur YouTube gratuitement. Mais là, c'est un film. C'est un film, mais les communautés se sont rassemblées physiquement dans des lieux, dans des espaces, en l'occurrence ici des cinémas, mais pour payer une expérience de vie communautaire. C'est-à-dire, je vais voir le film de Inoxtag en avant-première avec mes fans, enfin ma communauté, et c'est cette expérience qu'ont payé en fait les créateurs. Oui, c'est une communauté qui va voir un film, mais là, ce n'est pas du live en fait. Alors, pour nous, c'est la notion de live. Et encore une fois, je pense que la définition du live, elle est compliquée pour nous tous à se rassembler, parce que nous, aujourd'hui, en fait, l'expérience qu'on vend, c'est pas le visionnage du film. C'est le fait de réunir des fans d'Inoxtag à un instant T, dans un endroit physique. Ça aurait pu être à l'Accor Arena, on aurait pu remplir l'Accor Arena avec Kaizen. En l'occurrence, sur une diffusion cinéma, le lieu de rassemblement, c'est les cinémas. Mais on peut, encore une fois, je vais vous donner d'autres exemples, quand on fait avec France Télévisions au jeu streamer l'année dernière pour les Jeux Olympiques, effectivement, on rassemble des créateurs de contenu et leur communauté à l'Accor Arena. Donc, en fait, on est capable d'aller dans différents endroits. Cercle, par exemple, c'est encore un autre modèle qui, effectivement, va découvrir ou faire découvrir des lieux insolites pour tenir des concerts assez magnifiques. Donc, en fait, on a tous une notion différente, effectivement, de qu'est-ce que c'est que remplir une salle en live. Mais à la fin, c'est quand même de rassembler des communautés. Je pense que ça, c'est ce qui met tout le monde d'accord. Alors, je vais passer la parole à Live Nation. Enfin, je te vois réagir, Mathias. Donc, le producteur peut parler, puisque le producteur de live, tu sais ce que c'est. Parler des phénomènes des watch parties. Et, voilà. moi, je vais complètement dans le sens de ce que disait Greg, puisque effectivement, Kaizen, alors que le film allait être gratuitement sur YouTube 2 heures après, les mômes sont revenus dans les salles de ciné, alors que c'était un public qu'on disait complètement perdu pour des lieux physiques comme les cinémas. Donc c'est assez marrant. Certes, c'est pareil. C'est quand on a fait The Blaze en haut de l'Aiguille du Midi à 3000 mètres et qu'on a tout monté en hélico, on était 50. Et en fait, ça a fait, j'ai pas le viewership en tête, mais plus de 10 millions de vues. J'ai pas le chiffre exact. Ouais, voilà. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en plus à l'heure des plateformes qui sont une espèce de formidable caisse de résonance pour tous les shows. On parlait de Lady Gaga ou d'autres. Effectivement, c'est cette hybridation en fait entre l'événement live et la façon dont on peut le vivre, parfois à distance. Et c'est ce qu'on a constaté beaucoup après le Covid, cette espèce de complémentarité en fait des technologies entre les plateformes, entre l'événement live lui-même. Et pour revenir sur les marques, parce que Fabien en parlait, on a coproduit l'événement Adidas pour le lancement de la Superstar à l'Adidas Arena. Une marque comme Adidas n'avait pas mis autant d'argent depuis 10 ans dans un événement conso pour un lancement. Ils ont choisi un événement live, donc on a travaillé avec eux sur le line-up, quel type d'artistes, parce qu'ils ont bien compris aujourd'hui, et ce n'était pas forcément les 8000 personnes qui étaient là ce soir-là, c'est effectivement toute la résonance que ça a eu, parce que c'était un événement live que plein de gens ont pu, ont pu vivre. L'événement live, c'est celui qui se passe devant le public, quand même, sur scène, que le public soit 1, 2, 3, 300 et 8000 à distance, c'est quelque chose qui se passe en vrai le soir même, avec aussi ce côté imparfait du live. On est d'accord, on parle bien de ça. Au moment du Covid, on en parlait tout à l'heure, nous, ça a été 95% du business qui a disparu du jour au lendemain. On s'est un peu demandé ce qu'on allait devenir. Et on nous promettait, moi ça fait 25 ans que je suis dans le métier aujourd'hui, à chaque fois, toutes les années, il y a des disruptions technologiques où on nous promet la fin du live. Alors c'était les lives filmés sur DVD, ça remonte. On a vu que pas du tout. Ça a été le métaverse, et la VR et tout ça.
Mais en fait, non seulement ça a montré l'inverse, mais également aujourd'hui on est dans cette espèce de complémentarité et d'hybridation dont je parlais, avec plein de choses qui se font, on verra avec l'AR, la VR, l'IA et tout ça. Et finalement, les réseaux sociaux sont pour nous, comme je disais, la première caisse de résonance quand on fait Adèle à Munich. Elle fait une résidence dans une seule ville dans le monde entier. Alors oui, c'est 750 000 billets, mais par contre, ça a été vu par des millions, voire des milliards de personnes. Et Cercle en est le bon exemple aujourd'hui. Alors, vous avez déjà commencé à attaquer le deuxième sujet qui nous intéresse tous, c'est ce public qui fait corps avec le live. On a parlé déjà on a commencé à évoquer l'hybridation du live, la valeur de ce live, mais qui repose quand même sur une seule chose, la capacité du public à faire corps, à s'approprier l'expérience, voire à la transformer. Parce que là, on n'est pas très loin quand même parfois d'une transformation. Et l'attachement du public au live, c'est de plus en plus fort. Je pense que c'est même une tendance qui se renforce encore et encore. Je fais encore référence à l'étude qualitative que nous avons, nous, menée au sein d'Ecocène en juin, sur ces groupes de spectateurs de 18-34 ans. Et elle révélait, pour ces 3 groupes, un attachement extrêmement profond au live, une expérience qu'ils qualifient d'unique, de collective, de surprenante, l'endroit où l'on va chercher l'émotion. Donc c'est quand même extrêmement fort pour cette génération qui est toujours hyper connectée sur tout. Vous avez même du mal à avoir une conversation avec eux puisqu'ils ne regardent que leur téléphone. Voilà. Et aux États-Unis, c'est quand même souvent un peu une référence parce que c'est souvent ce qui nous arrive ensuite. C'est absolument pareil. Les 2 tiers des millennials et des Gen Z privilégient désormais l'expérience à la possession. Donc je pense que pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement fort à retenir. C'est cette évolution de ce public. Mais à l'heure où tout s'hybride, comment crée-t-on encore ce sentiment d'être ensemble? Parce que c'est quand même un public dispersé, dans une salle, en ligne, dans un chat. Comment est-ce qu'on continue à réussir à faire corps avec le live? Là aussi, j'ai besoin de vous entendre, de votre expérience, de là où vous êtes. Comment tout cela marche? Derek? Alors, la recette magique, la potion magique. Alors, je pense que c'est beaucoup de préparation d'abord pour faire en sorte de créer un moment unique. Nous, notre but, enfin moi, voilà, mon but, c'est vraiment de faire vibrer les gens. La musique, c'est une vibration. Une note, c'est une vibration. Et en fait, on ressent tous cette vibration de manière commune. Et il y a cette espèce de moment un peu magique où il y a une émotion collective qui se crée. C'est un peu ce moment-là qu'on va aller chercher là. Et on va aussi aller chercher le moment unique et éphémère, parce que voilà, un événement, c'est imparfait, c'est éphémère, mais l'événement qui fasse en sorte qu'on s'en souvienne toute notre vie. Alors moi, quand un spectateur vient me dire « je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai jamais vécu ça de ma vie », il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Comment faire pour y arriver? Il y a beaucoup de manières. Alors déjà, sur l'événement, je vais parler en ligne et sur place, mais d'abord sur place. D'ailleurs, sur l'événement sur place, je pense que beaucoup de préparation, la scénographie dans nos événements joue beaucoup. Par exemple, l'artiste est toujours très proche du public. On va mettre, par exemple, dans Cercle Odyssée, on va mettre une scène centrale. Et le fait de mettre une scène centrale, ça fait forcément que le public est plus proche de l'artiste, puisqu'il ne se retrouve pas à 100 mètres d'une scène de type festival, très gros festival. Il peut presque toucher l'artiste. Et il a une expérience 360 qui fait que n'importe où dans la salle, il va avoir la meilleure expérience, enfin, la même expérience que tout le monde. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a des rituels. Par exemple, sur Cercle Odyssée, on a fait entrer les artistes comme des boxeurs, quoi, c'est-à-dire ou des boxeuses. C'est-à-dire qu'en fait, vu que la scène était au centre, de toute façon, on n'avait pas d'autre choix. Mais il fallait vraiment, en fait, et ça crée une espèce d'excitation, ça chauffe vraiment la salle, et ça permet ensuite de vivre ces émotions-là. Et puis, je pense aussi que ça dépend de l'intention qu'on donne au spectacle qu'on veut créer. Quand on crée un spectacle avec amour, avec passion et avec le sens du détail, le public nous le rend tout de suite. Et même, je remarque que le public vient directement avec cet amour et cette passion parce qu'il s'en rend compte. Et donc, c'est aussi dans le mettre le public dans les meilleures conditions possibles, mais pas seulement le public, et surtout, avant tout, l'artiste. Parce que c'est l'artiste qui va véhiculer ensuite les émotions au public. Et par exemple, Mathias parlait de The Blaze. Mais The Blaze à Odyssée, moi je peux vous dire que pendant tout le concert, ils avaient un énorme sourire. Le manager de The Blaze, Emmanuel, qui venait me taper la main comme ça pendant tout le concert, qui était heureux comme ça. Ça, quand un artiste est heureux, quand un artiste est dans sa musique, eh ben, le public le ressent immédiatement, en fait. Et ce qui se passe, c'est quand on met aussi un artiste dans une position
inusuel, et en tout cas dans les meilleures conditions possibles, par exemple jouer devant le château de Chambord, eh ben, en général aussi l'artiste arrive avec son A-game, il arrive avec son meilleur set, avec la meilleure performance qui soit, avec la meilleure répétition qui soit. Et du coup, il fournit la meilleure prestation qui soit et le public le ressent. Donc pour nous aussi, c'est mettre l'artiste dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est pour le physique. Et pour en ligne, on essaye de filmer de la manière la plus proche possible pour que aussi le public en ligne se sente proche, en fait, sente qu'il vit l'expérience aussi en même temps que les gens en ligne, et pour que les gens sur place soient aussi acteurs. Finalement, ils sont plus seulement spectateurs, ils sont aussi acteurs de cette vidéo et ils savent que tous ensemble, ils vont se retrouver dans une vidéo qui va être partagée à travers le monde. Donc dans la façon de filmer, aussi dans des moments très contemplatifs qu'on fait au drone, par exemple, où on va vraiment poser on va pas être dans un truc saccadé comme on voit sur les réseaux sociaux, on va vraiment être sur un moment de poésie et contemplatif. Ça fait en sorte que aussi l'émotion se crée pas seulement sur place, mais aussi en ligne. Super, merci beaucoup pour le partage. Alors Mathias, également, je voulais t'interroger parce que la notion de super fan, on a eu quand même une artiste assez dingue qui était à Paris la semaine dernière, Lady Gaga, qui est quand même celle qui, en 2009, a inventé ce concept avec ses Little Monsters. Alors moi, j'étais entourée de Little Monsters la semaine dernière. Là, j'ai quand même senti que j'avais peut-être pris un coup de vieux. T'as dormi sur place, non? C'est ça. Alors non, justement, c'est là où il y a la différence entre eux et moi. Mais alors justement, comment vous traitez aujourd'hui ces nouveaux fans, ces super fans, ces fans extrêmes? Comment ça fait amplifier le show, le faire dévier? Comment est-ce que ça influe la manière de faire un show? Alors oui, c'est sûr, ça existe depuis longtemps finalement, mais c'est vrai qu'on s'y intéresse beaucoup parce que ça a pris telle proportion aujourd'hui autour d'un certain type d'artiste. Mais et juste pour revenir un peu sur cette folie autour du live, nous on est producteurs d'événements, donc notre métier c'est d'accompagner des artistes à la rencontre de leur public. 90% de nos shows ne sont pas complets. C'est bien de le rappeler. Voilà. Nous, notre métier, c'est aujourd'hui de faire en sorte que ces shows le soient et que les salles soient remplies et que les artistes rencontrent leur public. Voilà, juste une parenthèse parce qu'on parle que des stades, que de Lady Gaga et Daya. Mais pour revenir aux superfans, effectivement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup parce que le live aujourd'hui est moteur de plein de choses. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont prêts à voyager pour aller voir des concerts. Ça a été le cas avec Taylor Swift, que Taylor Swift a une influence sur le PIB de la Suède ou des pays où elle passe. Il y a plein de phénomènes comme ça qui font que le live est un événement culturel tellement fort qu'aujourd'hui il drive plein d'autres secteurs, dont le tourisme notamment. Et ces super fans, ce qu'on qualifie de super fans, en fait, c'est ces communautés qui se regroupent et qui suivent l'artiste. Je prends par exemple l'exemple des groupes de K-pop qui maîtrisent parfaitement ces codes-là vis-à-vis de leur communauté de fans, qui leur donnent des noms, qui communiquent hyper bien avec eux en direct to fan via les réseaux sociaux. Et c'est des mécaniques comme ça, marketing ultra maîtrisées par les managements, en général sur les artistes de pop en particulier, avec forcément des tendances en termes de consommation qui sont plutôt à la hausse. On évalue à 20-30% la consommation de ces fans-là pour tout ce qui sera merchandising, package particulier, meet and greet ou tout ça. Et c'est une vraie tendance et des gens qui sont prêts à traverser la planète pour aller voir Adele à Munich ou suivre Taylor Swift ou venir à Paris voir Beyoncé plutôt que de la voir aux États-Unis. C'est aussi une question de prix d'accès qui est moins onéreux en France qu'aux États-Unis. Le lieu, l'arena, comment est-ce que si vous faites, parce que le live c'est aussi un lieu où on se montre, où l'on se reconnaît, où on se relie. Est-ce que l'arena est devenu un lieu identitaire au-delà d'un lieu d'accueil? Totalement identitaire, à tel point que l'identité de l'Accor Arena n'est pas la même que celle du Bataclan ou de la Dedes Arena. Vous avez aussi vos super fans? Alors nous, je ne sais pas, je pense que les super fans, ils sont vraiment, pour le coup, chez le producteur. Néanmoins, nous, dans nos arénas, on a un mot qui est le plus important et on travaille et qu'on partage aussi avec les producteurs, c'est l'expérience. Donc l'expérience, pour nous, du spectateur, elle se situe, elle commence avant même son arrivée dans le lieu. Et donc c'est là où on travaille vraiment très proche avec les producteurs pour donner aux spectateurs la meilleure expérience. Donc les expériences chez nous, c'est quoi? C'est de se dire que le spectateur, quand il arrive en grand public, en VIP, même dans les loges producteurs, c'est qu'il vive une super expérience. Donc on a refait entièrement, par exemple à l'Accor Arena,
d'ailleurs partout, même à la Bataclan, des loges artistes. Et on a fait vraiment une loge artiste sublime à l'Accor Arena, avec comme un appartement, avec une déco incroyable, pour que l'artiste, quand il arrive dans sa loge, il soit vraiment, mais waouh, qu'il ait un effet waouh. Et ça, c'est pour l'artiste. Après, on essaie d'accueillir au mieux, évidemment, les productions. Et puis après, le spectateur. Alors, le spectateur, donc il y a le spectateur qui vient en grand public. Donc là, on a essayé, et c'est ce qu'on fait avec les marques, mais de créer des lieux des lieux de vie. Donc, on a monté là un restaurant qu'on vient d'ouvrir, qui est super bon, qui s'appelle Billy. Tout est fait maison à l'Accor Arena. On a une patinoire, on a plein de choses, il se passe plein de choses en dehors du spectacle. Donc on peut venir avant pour profiter de tous ces endroits. Et puis, on a un terrain de basket à l'extérieur, sur le parvis. Enfin, on essaie d'ouvrir aux spectateurs de plein de possibilités. Ça, c'est pour le spectateur. Après, le spectateur VIP qui vient en hospitalité. Donc là aussi, on lui fait un parcours un peu spécial, on crée des lieux. On a créé à l'Accor Arena un appartement, un vrai appartement, avec les codes d'un appartement parisien. C'est vraiment super beau, qui surplombe la salle. On a, là pour Lady Gaga, par exemple, c'était vraiment un événement quand même. On a créé, on a fait des ambiances un peu spéciales où les spectateurs qui arrivaient avaient un peu l'effet waouh, on a tout allumé en rouge dehors. Enfin, on crée des espèces de moments et puis du coup, c'est ce qu'on va essayer de reproduire sur plein d'événements dans l'année pour que le spectateur se dise, non seulement le spectacle est formidable, mais en plus, quand on vient dans le lieu, il se passe des choses. D'où le fait d'avoir des marques avec lesquelles on peut aussi monter tout ça. Voilà. Toujours le modèle économique. Ouais. Alors Tristan, le live donc chez vous aussi devient interactif, hein, c'est ce qu'on a compris, presque ludique. Quelle est la place pour vous du public dans vos productions? Est-ce qu'il est co-auteur, coproducteur? Comment vous l'intégrez? Central, bien sûr. C'est le cœur du réacteur. Non, une notion, tu parlais de l'expérience. Et bien sûr, il y a plein d'exemples qui m'inspirent. On avait parlé en préparation, mais le côté mobile, téléphone coupé, assimilé à la personne qui fume la cigarette, le côté watch party, tu en as parlé, le côté très entertainment que vous avez, c'est plein de choses qui m'inspirent énormément. Mais nous, ce qui est important, je pense, comme je l'ai dit, notre métier, c'est de raconter des histoires. Et c'est comment on crée une correspondance en fait, avec le spectateur. Et là-dessus, il y a deux notions moi, qui me tiennent particulièrement à cœur. La première, c'est du generative storytelling, d'une certaine manière. C'est comment en fait, on crée une histoire dans laquelle chacun a l'impression d'écrire sa propre histoire. Et en fait, qui va à la fois, dans le niveau de l'interaction, s'adapter à nos choix, à ce qu'on a envie de faire, à qui on est, et à la fois sur le format. Potentiellement, je parlais des formats hybrides tout à l'heure, en fait, si on a plus envie d'aller sur quelque chose d'interactif écran versus plus quelque chose de physique, on va avoir un peu ce choix-là aussi. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur, c'est d'écrire sa propre histoire. Après, on parlera du courage, mais c'est aussi ce lien-là, en fait, je pense qu'en étant acteur de ce qu'on vit, à la fois, ça nous transforme et on s'en rappelle mieux, et à la fois, on le comprend mieux. Donc, c'est ça qu'on essaye d'amener, et ce pour tout type de cible. À la fois des familles, des groupes de potes, etc. Et la deuxième notion qui est plus difficile à travailler, mais pareil, super intéressante dans les exemples que vous racontez, c'est l'avant et l'après. Nous, en fait, notre histoire, c'est de sortir des formats sur les écrans. Et en fait, moi, ma grande frustration, toujours, c'est quand le générique se termine, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai envie de rester, un peu comme quand un concert se termine ou un match de basket à l'Adidas Arena, j'ai envie de la suite. Et donc, ce qu'on essaie de travailler, c'est comment on fait perdurer cette histoire-là, mais aussi comment, quand on arrive sur le show, on est déjà, t'en parlais un peu, mais hyper hypé, on est déjà à fond, et potentiellement, on a repris des codes vestimentaires, on a préparé un peu sa propre histoire. Et dans l'avant et l'après, moi, c'est vraiment et notamment le numérique va permettre ça. Une façon dont je vois énormément le live évoluer dans les années à venir, c'est comment on part d'une expérience d'ensemble. Et nous aussi, dans l'idéal, à terme, c'est aussi de lier ça à des sorties de formats à la télé, sur les plateformes, pour avoir vraiment une expérience d'ensemble. Ce que vous dites est tout à fait juste parce que l'amont, le pendant et l'après, dans toutes nos études sur les publics, ça arrive. Le public dit qu'il est extrêmement triste à la sortie d'un show parce que c'est fini. Et justement, il faut impérativement surfer là-dessus et poursuivre l'expérience. Tu voulais rebondir avant que je te donne la parole à Greg. C'est ce qu'on appelle, nous, le fan de journée, puisqu'on parlait de fédérer les communautés, c'est comment les gens se préparent en amont du show, on parlait des watch parties s'ils n'y vont pas, ou l'après.
Et on en parlait la dernière fois, mais aujourd'hui, que ce soit un show de Cercle ou de Sabrina Carpenter, on est habillé de pied en cap, on s'est préparé, on a parlé à sa bande et tout ça. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on étudie beaucoup. On parlait des concerts de Beyoncé. Si tu y allais sans un chapeau de cow-boy, tu te sentais con. C'était ton cas. J'en avais pas. Et on parle de 80 000 personnes. Donc, Oui, je sais. ça faisait beaucoup de chapeaux. Ouais. Ça faisait beaucoup de chapeaux, oui, tout à fait. Beaucoup de chapeaux, surtout dans le RER. C'était pas mal. Et dans les lieux, c'est pareil, parce que nous, maintenant, si vous venez à l'Accor Arena, par exemple, vous pouvez venir avant pour dîner ou pour repatiner, vous venez voir le show, et puis après, on a monté une salle qui s'appelle Fantôme, avec Paris Society, et on essaie de faire des programmations liées, où après le concert, eux, ils ouvrent à minuit, et après le concert, on peut prolonger l'expérience. Et donc tout ça, ce partenariat, on l'a fait dans cette logique d'expérience. Et Ne donc, pas se quitter. On peut passer l'après-midi, la soirée, la nuit, en restant... On a compris, on peut passer le week-end à l'Accor Arena. Alors Greg, avec vos communautés qui sont aussi très, très générationnelles, elles créent des codes, des private jokes, des références. Comment vous intégrez cette culture dans la mise en scène du live ? Et parce qu'effectivement, est-ce encore un live accessible à tout le monde ? Moi, j'ai effectivement lu ce qui avait été raconté sur cette marche Montpellier-Paris, Nico Bilane, qui a été décrite d'ailleurs par un journaliste la semaine dernière comme un moment générationnel. Et là, je me suis dit que j'étais passée à côté. Donc effectivement, racontez-nous ce live et ces communautés très fortes, vous. En fait, nous, le mot-clé qui définit toutes ces expériences live, c'est l'authenticité. S'il n'y a pas d'authenticité, ça fait un four, comme tu disais tout à l'heure, ça arrive. Il faut, pour pouvoir agréger ces communautés, rester fidèle en fait à son ADN, à son édito plus techniquement. En gros, quand Baylan et Nico font cette marche, ils la font de manière très spontanée, très naturelle. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de budget. C'est eux deux, donc deux talents, Baylan, Nico. Un cadreur qu'on a rajouté en dernière minute parce qu'on s'est dit ça va être compliqué de se filmer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 tout seul. Et puis finalement une diffusion en live 24/24, 7/7 sur Twitch qui a fait encore une fois 19 millions d'heures vues sur 3 semaines, ce qui est le plus grand nombre d'heures vues en septembre dans le monde sur Twitch. Donc c'est du jamais vu. Pour des talents français, encore une fois, je le rappelle. Donc comment ça devient des moments culturels ou des moments sociétals ? Encore une fois, je vais le comparer à Kaizen ou au GP Explorer. C'est qu'en fait, quand on arrive à fédérer ces générations qui ne sont pas forcément les plus faciles à capter, la Gen Z aujourd'hui, pour les déplacer, il faut vraiment être, encore une fois, authentique. Ce mot, je vais le répéter plusieurs fois. On a eu des approches, par exemple, de producteurs qui sont venus nous voir en nous disant... tel talent, Inoxtag, pour ne pas le citer, a 25 millions d'abonnés sur ses réseaux cumulés. Si on le met demain dans une comédie musicale, on peut faire un carton. Faux. Oui, parce qu'en fait, effectivement, on ne respecte pas son ADN, il est plutôt dans l'aventure, il est plutôt dans le challenge, il est plutôt dans le dépassement de soi. Si on le sort de son contexte, c'est pas là où il sera le meilleur, et ses communautés à lui le savent. Donc il faut respecter les codes que lui a mis en place avec sa communauté, savoir s'en servir et jouer dessus. C'est pour ça qu'encore une fois aujourd'hui, quand il enchaîne l'histoire, 7 jours sur une île déserte, puis Kaizen, puis l'Atlantique, puis entraînement avec les militaires. Il a un ADN et un édito maintenant qui respecte. Et c'est pareil pour tous les créateurs. Squeezie, quand il fait le GP Explorer, c'est parce qu'il est fan de courses automobiles et ses communautés le savent, les ultra fans le savent. Donc ils trahissent jamais l'authenticité qui transpire de leur contenu sur leurs réseaux sociaux. Et quand ils le transforment en expérience live, il faut conserver cette authenticité, quels que soient les moyens qu'on y met. Donc encore une fois, à la marche, c'est 0 moyen, mais gros carton culturel pour la Gen Z. Et effectivement, de l'autre côté, un GP Explorer production à multimillions, mais effectivement avec les marques et les communautés qui adhèrent derrière, et ça marche de la même manière. Donc en fait, ce qui est assez magique, c'est qu'on a un terrain de jeu ultra large. On peut faire des choses simples, on peut faire des choses très complexes, mais la réalité, c'est qu'il faut rester dans l'authenticité, encore une fois, de ce que font les créateurs pour fédérer les communautés. Pour que la communauté continue de faire corps. T'es donc l'ultra fan, quoi, toi, carrément. L'ultra fan de qui ? De toi ? Il y a les communautés, les super fans, les néo-fans, les ultra-fans, il y a absolument tout le monde. Comment alors justement vous imaginez l'évolution de cet écosystème de super fans ? Est-ce que ça peut encore s'accentuer dans la participation ? Est-ce que ce sont ces fans aujourd'hui qui dictent l'organisation d'un show ? Comment ça influe aujourd'hui dans votre manière de travailler ? Parce qu'on sent bien quand même que ce sont ces fans, et même d'ailleurs ces communautés de fans, parce que j'ai quand même l'impression, et peut-être que Fabienne, tu pourras nous le dire, toi qui vois des concerts très différents à l'Arena, tu dois voir aussi des communautés très différentes, parce que le public adore les lives, mais adore des lives où il retrouve le public qui lui ressemble.
nous, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des communautés très très importantes et très engagées qui vont voir des publics et moins de mixité dans ces publics. Et justement, est-ce que ces communautés, ce sont celles qui désormais vont dicter l'organisation de ces shows, l'évolution de ces shows, la production de ces shows? Moi, ça m'intéresse de voir ce que vous en pensez et jusqu'où on peut aller avec ces super fans. Alors moi, je pense que c'est plus Mathias qui va répondre, parce que sur nous, à part que c'est vrai qu'on voit des communautés sur la K-pop, par exemple, on voit des publics... Bon, nous, on les accueille parce que souvent, il y en a qui arrivent 2-3 jours avant le concert, qui dorment par terre. Enfin, donc, on fait des organisations pour ces publics-là. Donc là, je suis plutôt sur la sécurité, sur l'organisation opérationnelle. Mais après, nous, on s'adapte. En fait, nous, on s'adapte surtout aux demandes du producteur sur ces shows-là. Donc, c'est peut-être plus toi qui vas répondre. Sur les antennes médicales qu'on doit mettre en place. Mais comment vous les gérez? Comment on s'adapte C'est des logistiques. C'est de la logistique. Non, effectivement. C'était sur quel est l'avenir? Ouais, l'influence en fait sur l'organisation des shows. Comment ça va encore évoluer? Est-ce qu'ils sont voilà? Sur ces shows-là, c'est vrai que je sais pas, on peut prendre l'exemple de Oasis ou d'autres tournées. C'est ultra médiatisé, voilà, avec tout ce qu'on sait, tout le cortège de polémiques qu'il peut y avoir. Mais on a des rapports des fois de 1 pour 1000, voire pour 10 000 entre l'offre et la demande sur ce type de show. Donc effectivement, je ne sais plus, ils avaient calculé le nombre de dates qu'aurait dû faire Taylor Swift pour répondre à toute la demande. Des 52 dates qu'elle a faites, ça passe à 820, ce qu'elle ne fera jamais, bien évidemment. Donc effectivement, c'est un phénomène. Et comment on répond à cette demande? Est-ce qu'on multiplie le nombre de dates? En plus, on voit un peu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'artistes qui aujourd'hui choisissent volontairement d'aller dans des salles comme des arénas. Ça a été le cas de Lady Gaga, de Drake ou même Billie Eilish cette année, plutôt que de choisir des shows en stade, qui choisissent différents types d'expériences. Donc voilà, en fait, c'est comment tout ça va se développer. Et tu parlais aujourd'hui de l'attachement, enfin, je ne sais plus qui parlait de ça, mais de l'attachement des super fans ou ultra fans, comme disait Greg. J'aime beaucoup ultra fans, hein, je vais le garder. Et finalement, on voit que dans ce super engagement, par exemple, sur le show d'Adidas, on a mélangé les publics entre le public d'Angel, le public de la Mano. Bon, finalement, ça a donné un mélange assez éclectique et qui a très bien fonctionné. Néanmoins, aujourd'hui, on voit que les propositions peut-être très généralistes, c'est le cas, on en parle souvent, Malika, des festivals, des propositions très généralistes rencontrent peut-être moins on va dire l'engouement, ou en tout cas l'envie et ce shift un peu culturel de l'ultra-engagement pour des artistes. Où voilà, ils préféreront aller sur des propositions avec des ADN ultra forts, donc ces artistes en particulier, en allant effectivement en s'habillant avec tout l'attirail, ou des propositions comme celle de Serre qui rencontrent un public très particulier. On constate effectivement peut-être moins d'éclectisme dans l'envie du public d'aller découvrir 20 artistes sur une même journée, sur une proposition généraliste. Typiquement, le Hellfest, qui est le plus gros festival aujourd'hui en Europe et qui rencontre son public et qui est sold out sans même annoncer le moins d'artistes, le Hellfest, quelque part, ce ne sont que des super fans. Je veux dire, quiconque va au Hellfest aujourd'hui ira forcément avec un t-shirt de hard rock et je ne sais pas quoi d'autre. Donc, en fait, c'est ce phénomène-là qu'on compte vraiment sur les concerts aujourd'hui. C'est un phénomène hyper fort parce que c'est effectivement devenu un actif très important, mais c'est aussi c'est un engagement qui peut faire peur parce que la moindre déception, elle va être relayée très fortement, non? Vous gérez ça comment? Vas-y, Derek. Même l'Arena, parce que vous pouvez, je ne sais pas, vous aussi Non, il n'y a pas de déception, ils sont super contents. Ils viennent voir leur artiste. La déception, c'est quand l'artiste arrive très en retard, mais sinon, il n'y a pas de déception. Franchement, on n'a pas de... ouais, peut-être. À l'Arena, on n'a pas beaucoup de soucis. Je pense que moi, j'ai beaucoup connecté avec ce que tu as dit, Greg, dans le sens où je pense que tant que... Alors, nous, bien sûr, on a eu des gens qui ont été déçus et on fait très attention à ce que l'ultra grande majorité des participants de nos événements soient ravis. Après, par rapport à ta question,
nous, les super fans sont super importants et c'est le même exemple que Hellfest sur notre festival. Par exemple, en 2024, on a été sold out avant même d'annoncer les artistes. Donc, pour nous, c'est très fort et on veut les choyer, ces super fans. Mais je pense qu'il faut pas... Enfin, en tout cas, moi, quand je veux créer un show, je le crée jamais en me disant qu'est-ce qu'ils veulent, les fans. Je crée plutôt en me disant qu'est-ce que moi, j'aimerais bien vivre. Donc c'est un peu bizarre, mais et en fait, en général, les super fans sont contents. Parce que tu es aussi un super fan. Voilà, oui, exactement. Mais voilà, donc c'était surtout cet aspect-là, et je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire sur la. Ça va te revenir peut-être, Ouais. mais alors justement, Derek, Greg, vous, comment vous voyez l'évolution de ces super fans? Est-ce que ça peut encore progresser et comment ça vous influe? C'est bon. Non, moi je pense qu'il y a enfin, on a un peu parlé des watch parties, mais et comme tu le disais, il y a un sujet de lieu aujourd'hui, de comment on accueille suffisamment tous les gens qui ont envie de se réunir. Et je pense qu'effectivement, dans une époque où on est beaucoup plus sur, t'en parlais tout à l'heure en préambule, on a un peu de data, on est beaucoup plus sur son téléphone, il y a un sujet de moment collectif. Et les watch parties, de ce point de vue-là, moi je trouve que ça a un potentiel incroyable et c'est assez fascinant. Enfin, je crois qu'il y a une intervention aujourd'hui sur ce qui a été fait pendant la Fashion Week avec l'IAS qui a ouvert aussi, qui a permis d'ouvrir à un public qui n'a pas forcément l'occasion d'aller à des défilés de mode et qui ont pu, sur un truc très événementiel, hyper excitant, participer à ça. Donc je pense qu'il y a aussi, moi je pense qu'il y a un sujet d'ouverture du public qui est super intéressant. Et nous, par exemple, si on parle de la télé et de nos métiers historiques, ben, en fait, un peu à la manière d'un match de foot, où en fait, on se réunit pour voir un match entre ultra fans, ben, en fait, on pourrait complètement avoir la nouvelle émission de la Starac qui sort, le nouvel épisode d'une nouvelle série, et se retrouver pour le voir ensemble, que ça soit hyper festif, avec un pré-show, post-show avant la projection. Et ça, je pense qu'il y a un potentiel énorme. Après, le grand sujet, et nous, pour le coup, ça, c'est un de nos défis, parce que donc vous avez des lieux historiques, mais c'est la question du lieu, la question de l'espace et comment on accueille ça. Et est-ce qu'on fait évoluer des lieux historiques pour pouvoir accueillir ça? Est-ce qu'on ouvre des nouveaux lieux? Et de ce point de vue-là, si je parle purement de Paris, moi, je suis hyper curieux en comparaison par rapport à Londres, qui est une ville très ouverte, où les gens acceptent d'aller à 1 heure pour un show de Punch Drunk, à 1h30 pour un show de Secret Cinema, où les Parisiens, je suis bien placé pour en parler, parce que Dream Factory Terminator, c'était à Montreuil, à la sortie de la 9, personne venait. Et du coup, comment on change ça? Alors, il y a plein de trucs qui sont en train de changer avec le Grand Paris. Quand je suis rentré d'Orly, j'ai halluciné tous les arrêts, là il est rose, etc. Je sais qu'il y a des choses qui se passent au Carrefour Playel. Et ça, moi, je suis très curieux là, je parle vraiment en France, Cocorico, mais comment ça va évoluer et changer et permettre de rencontrer ces fans dans des lieux. Je pense que moi, j'y crois beaucoup à ça. Ça prend plus de temps que ce que j'aimerais, mais je crois beaucoup à ça. Intéressant. Nous, on est prêt à vous accueillir, hein, je te le dis. Ah bah ça, l'Arena, encore une fois. Pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Greg, comment vous voyez les choses? Nous, c'est un peu, c'est le cœur même de l'activité des créateurs, c'est d'impliquer leurs fans dans toutes leurs décisions. Je parlais d'authenticité, mais ça va bien plus loin, puisqu'effectivement, quand ils décident de lancer des projets, donc des expériences live, etc., ils ne vont pas le faire seuls dans leur coin, ils vont vraiment sonder leur communauté avant, ils vont les tester dans leur live chat, donc dans le chat, effectivement, qui est plutôt interactif, avec des sondages, avec des avis, et ils sont très particulièrement entre guillemets attentifs à ce qui se dit, que ce soit en commentaire de vidéos froides ou pendant leur live. Donc il y a des analyses qui sont faites, en fait, des restitutions de chat, parce que c'est illisible, hein, quand il y a des milliers de viewers, évidemment, on n'arrive pas à tout lire, mais ils se font des restitutions, effectivement, à l'aide de l'IA, etc., qui permet de sonder un peu les tendances de quand j'ai pris telle décision ou quand j'ai annoncé que j'allais faire ça, quelles ont été les réactions. Et ils adaptent, en fait, derrière l'idée, le concept, le format, à ce qui est dicté par leur communauté. Donc, est-ce que ça peut aller plus loin que l'interactivité et la co-construction de dispositifs avec eux? Je ne sais pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, il y a une étape en plus, c'est effectivement celle de la participation même à l'événement, que je parle de la participation même en tant que co-constructeur, producteur, on va dire, du projet. Certains aujourd'hui créateurs vont mobiliser leur communauté pour pouvoir financer certains projets, ça arrive aussi. Et puis après, il y a ce côté, aujourd'hui, effectivement, les créateurs sont tous conscients qu'ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui sans leur communauté, donc ça c'est valable pour les artistes au sens large, et donc ils sont hyper redevables, et donc ils sont hyper attentifs, encore une fois, à ce qui va leur être demandé et à les conseils qu'ils peuvent donner. Ok. Alors, super, on est très bien en Je voulais juste timing. rebondir Vas-y. 2 secondes sur ce que disait Tristan, c'était très intéressant, mais effectivement, aujourd'hui, nous, par exemple, on constate qu'en région ou dans les villes, ça se développe énormément.
Voilà, c'est pas le lieu pour en parler, mais non, mais énormément l'accent là-dessus, sur un certain type de salles dans des villes de petite et moyenne capacité, où les artistes vont. Demain, The Weeknd, Coldplay joueront aussi à Lyon, à Bordeaux, à Nice, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 5 ans. Et ça se développe énormément. C'est des marchés entiers qui s'ouvrent. De l'Inde, bon, l'Amérique latine, ça fait longtemps maintenant. Donc, en fait, toute cette appétence pour le love aussi drive tout le secteur sur toute catégorie. Et ça, c'est effectivement, c'est toute l'appétence des fans pour le live. La croissance, l'appétence. Et alors, pour ma dernière question, pour conclure sur cette table ronde très intéressante, merci en tout cas à vous tous. Je voulais faire le lien avec le thème de cette journée, puisque c'est quand même le thème du courage. Et je voulais vous poser à chacun et chacune la dernière question. Quel est le courage qu'exige le live aujourd'hui, selon vous ? Vous avez 1 minute. Hein. Qui se lance en premier ? Tristan, ça avait l'air d'avoir répondu. Répondre un peu tout à l'heure. D'avoir réfléchi. J'ai planché. Non, 2 niveaux, je dirais. Bon, il y a bien sûr le courage de se lancer dans des grosses prods, en investissement, etc. Mais vous en parlerez très bien mieux que moi, je pense. Mais non, je dirais deux niveaux. Le premier, c'est l'histoire qu'on raconte. Je reviens encore au storytelling, mais d'avoir des histoires qui impactent et qui transforment. Et je pense que c'est aussi notre but en tant que créateur, c'est d'amener sur des histoires qui tirent vers le haut. Voilà, nous, par exemple, on travaille sur un projet autour d'Il était une fois la vie. Qui va être un projet autour de rentrer dans le corps humain, comprendre le corps humain autour des thèmes de santé publique. Et moi, ce projet me fascine, parce que j'ai des enfants, et c'est comment aussi on les sensibilise à ces sujets-là, on les aide à mieux comprendre. Donc ça c'est un point que je trouve super important. Et après, le deuxième, là, si je parle purement plus de Banijay, c'est quand on est un acteur de l'audiovisuel, se lancer dans le live, c'est une évolution et c'est un changement. Donc voilà, je salue ma structure pour ça. Derek, tu veux dire ? Alors, moi d'abord, oui, je pense que dans ce métier, il faut beaucoup de courage. Je salue mes collègues ici qui en ont certainement, et peut-être des personnes qui sont dans ce milieu et qui en ont beaucoup. D'ailleurs, le courage, alors c'est pas exactement le mot courage, c'est plutôt le mot audace qui est dans nos valeurs, mais c'est dans nos valeurs chez Cercle. L'audace, je nous trouve même parfois téméraires dans certaines situations. Mathias, tu citais The Blaze au pic du Midi, on manquait d'oxygène, on était à 3800 mètres d'altitude. Au début, il n'y avait pas de son dans le live, donc on a dû le relancer. Ça m'est déjà arrivé même de monter sur scène avec un band où on a dû refaire le show carrément. Donc bon, pour ça, il faut du courage. Et on est dans des conditions extrêmes de temps en temps avec Cercle. Donc je pense à Sofiane Pamar qui a joué à 0 degré devant les aurores boréales, du piano sans gants, parce qu'il a préféré en fait justement concentrer toute son énergie sur ses mains. Donc c'est assez. En fait, on est dans des situations extrêmes, donc il nous faut du courage. J'ai cité l'exemple de la No Phone Policy. Je pense qu'il fallait quand même pas mal de courage pour lancer ça, parce que je me rappelle que quand j'en parlais à gauche et à droite, tout le monde me disait mais t'es fou, pourquoi tu fais ça, tu te coupes de tout user-generated content sur Internet, ça va pas marcher, etc. Donc je pense que ce genre de choses aussi, il faut avoir le courage de tenir ses convictions et d'aller au bout. Et puis aussi le courage économique. Voilà, t'en parlais, les risques. Une fois qu'on se lance sur des projets aussi faramineux, nous, en fait, depuis 10 ans, on est un projet indépendant. Depuis 10 ans, on finance nos shows grâce à la billetterie qu'on vend en avance. On a cette chance-là d'avoir assez de succès, de pouvoir vendre nos tickets en avance. Mais sur des projets hors normes et énormes comme Odyssée, Cercle Odyssée, on a dû investir des millions d'euros. Donc ça, pour une petite équipe comme nous, je peux vous dire que c'est des risques énormes et du coup, ça demande beaucoup de courage. Donc c'est un mot qui résonne beaucoup chez moi. Oui, le faire du vivant, c'est très cher. Mathias ? Oui, si on doit parler de courage, alors c'est vrai que nous, on vit plein d'aventures avec les concerts, les festivals, mais pas que. On est sollicité demain par le PSG, la FFF, la F1. Il faut avoir, dans le live justement, il faut avoir l'envie et l'audace de se lancer. Mais moi, c'est surtout, en fait, c'est les artistes. Notre métier, c'est d'être producteur, d'accompagner ces artistes. Ce soir, par exemple, je vais au dernier concert, malheureusement, d'un groupe qui a pris énormément de place pour moi, parce que j'ai découvert, ils étaient tout mômes. Aujourd'hui, ce soir, ils finissent à l'Arena, et c'est complet, c'est la femme. Moi, je les ai vus jouer dans un magasin Quicksilver quand ils étaient gamins. Il faut avoir le courage, et ça leur revient en particulier, parce que, en premier lieu, c'est eux qui sont sur scène, c'est eux qui se mettent leur trip. Et aussi, moi, je veux rendre hommage à Aya. Aya, que j'avais convaincu d'aller sur la cérémonie des JO, qu'on a pris plein la poire au passage, qu'il a fait, et plutôt bien fait.
et qui, pareil, m'a suivi sur les histoires des stades. Et ça, c'est une sacrée dose de courage, surtout elle. Donc, voilà. Travail d'équipe. Derek, je terminerai par Fabienne. Alors, Greg, l'un ou l'autre. Voilà. Alors, non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, tout est vrai, effectivement, et on s'y retrouve. Sur les jeunes créateurs que nous, on accompagne chez Obedia, il y a quand même aussi ce courage de passer de l'autre côté de l'écran, et ça, pas tous l'ont, pas tous ne l'auront, nous pourrons l'avoir. Certains créateurs resteront derrière leurs écrans, parce que finalement, c'est un vrai filtre. C'est pas l'expérience physique qu'on a décrit pendant 7 heures, tous ensemble. Et donc, on ne verra pas tous les créateurs de contenu basculer dans l'expérience live. Par contre, ceux qui le font, il leur faut beaucoup de courage, effectivement, pour passer d'un écran filtre à une scène et effectivement un lieu dans lequel on va rassembler les communautés qui le suivent historiquement. C'est pas pareil d'avoir 1 million de viewers en simultané sur son live et même 1000 personnes devant soi. Et donc, il faut un courage particulier pour oser passer ce cap quand on a des si gros chiffres en digital et se dire, je vais passer dans le physique, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Plus de filtre. Oui. Moi, pour la fin, j'ai du mal avec le mot courage, parce que nous, je trouve qu'on a beaucoup de chance. En dernier maillon de la chaîne, on accueille des artistes, des productions qui sont... Enfin, c'est eux qui prennent les risques, c'est pas vraiment nous, donc c'est compliqué de dire que nous, on est courageux. Donc nous, ce qu'on fait, dans notre courage, c'est d'essayer d'accueillir des fondations, des associations, des gens qui ont plus de mal, et de leur trouver des moments pour faire des choses chez nous. Là, on a accueilli la Fondation des femmes, on accueille bientôt les Restos du Cœur. Voilà, nous, c'est là où on essaie de mettre notre courage, c'est d'accueillir des choses plus fragiles. Eh bien, merci à toutes et tous pour ce moment. Merci beaucoup. Merci.